Alors voilà, maintenant je vous propose la deuxième partie du chapitre sur le droit de propriété. Donc la deuxième partie qui porte sur l'acquisition et le transfert de propriété. Alors, on va voir qu'il existe différentes façons finalement d'acquérir la propriété. Acquisition dérivée, originaire ou par possession prolongée. Donc l'acquisition dérivée, pour commencer. L'acquisition dérivée, elle résulte d'un acte. On dit qu'elle est dérivée parce que la propriété est transférée. On a vu dans la partie précédente que le droit de propriété avait un caractère perpétuel. Il ne s'éteint pas avec une personne pour renaître avec une autre. Il est transféré. Donc soit on transfère sa propriété parce qu'on vend son bien, ou alors parce qu'on le donne, ou alors parce qu'on décède et une succession est ouverte et va transférer la propriété. Enfin, on transfère la propriété dans un acte, donc différents types d'actes, comme on l'a vu. La vente a un caractère consensuel. On parle de consensualisme en droit français. La vente est consensuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contrat est valablement formé dès qu'on est d'accord sur ces éléments essentiels, sur la chose et le prix. Donc la vente est faite dès qu'on est d'accord sur la chose et le prix. Alors à quel moment est-ce qu'on est d'accord sur la chose et le prix dans une vente immobilière? C'est au moment de la conclusion de l'avant-contrat. Donc dès qu'on a conclu l'avant-contrat, on est d'accord sur la chose, sur le prix, donc la vente est faite. Donc le transfert de propriété est opéré directement au moment de la conclusion de l'avant-contrat. Alors cependant, le plus souvent, dans les avant-contrats, donc dans le compromis de vente, la promesse synallagmatique de vente ou dans la promesse unilatérale de vente, on prévoit une clause qui retarde le transfert de propriété. Une clause qui retarde le transfert de propriété au moment de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Donc le plus souvent, une clause va retarder le transfert de propriété à la signature chez le notaire, c'est-à-dire le moment où l'acquéreur va payer le prix et où on va lui remettre les clés. C'est le plus souvent à ce moment-là qu'on lui remet les clés. Donc, vous regarderez dans les contrats que vous avez pu manipuler lors de vos stages, dans les compromis, dans les avant-contrats de façon générale, si vous retrouvez bien cette clause qui retarde le transfert de propriété. Sinon, si elle n'est pas dans l'avant-contrat, ça veut dire que le transfert est immédiat. Alors, il est important de savoir à quel moment le transfert de propriété est opéré, parce que ça va avoir notamment une incidence sur la personne qui supporte les risques de la chose. C'est le propriétaire, en principe, qui supporte les risques de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la chose est endommagée, c'est au propriétaire de supporter les réparations de cette chose. Donc vous voyez bien que si le transfert de propriété est fait dès l'avant-contrat, eh bien c'est l'acquéreur qui va supporter les risques de la chose, alors même qu'il n'a pas encore les clés. Il n'a pas payé le prix, mais il n'a pas non plus pris possession du bien, il n'a pas encore les clés, il n'est pas entré dedans. Et si le bien est endommagé, ce sera à lui d'en supporter les risques. En revanche, si on a une clause qui retarde le transfert de propriété, c'est le vendeur qui continue à supporter les risques de la chose jusqu'à la signature de la vente chez le notaire. Donc ici, vous voyez bien que, en fonction de ce qui est prévu dans le contrat, eh bien, imaginons qu'il y ait un incendie, une tempête, une fuite d'eau, plus simplement, dans le bien, entre la conclusion de l'avant-contrat et la signature chez le notaire. Pour savoir qui supporte les risques de la chose, il faut voir si quelque chose est prévu dans le contrat. Sinon, eh bien, c'est l'acquéreur. Alors, encore plus subtil, il est même possible de dissocier le transfert de propriété du transfert des risques. Il est par exemple possible de dire le transfert de propriété se fera au moment de la conclusion de l'acte authentique chez le notaire, mais le transfert des risques est immédiat. C'est possible. Bon, c'est quand même rare parce que c'est tout de même assez sévère.
Donc, avoir dans les avant-contrats que vous manipulez, ce qu'il en est, hein, la façon dont c'est formulé, pour voir un petit peu comment c'est mis en pratique dans les différents contrats que vous avez pu manipuler dans vos entreprises. Dernière chose importante à préciser, le problème de l'opposabilité de la vente. L'opposabilité de la vente a lieu au moment de la publication au bureau des hypothèques. Qui est chargé de publier la vente au bureau des hypothèques? C'est le notaire. La vente est opposable au tiers au moment de la publication au bureau des hypothèques. Ça veut dire qu'à partir du moment où la vente est publiée, tout le monde connaît le propriétaire du bien immobilier. Et nul ne peut l'ignorer. Il suffit de consulter le registre des hypothèques pour savoir qui est propriétaire du bien. C'est écrit dedans. Hein, qui a bénéficié du dernier transfert de propriété de ce bien. Voilà, c'est écrit dans le registre des hypothèques. Si la vente n'était pas publiée au registre des hypothèques, ça ne voudrait pas dire qu'elle n'est pas valable. Ce n'est pas une condition de validité du contrat. C'est une façon de sécuriser le contrat, mais ce n'est pas une condition de validité. C'est pour ça que la vente peut être parfaitement réalisée, mais être en quelque sorte inefficace parce qu'elle n'est pas publiée au registre des hypothèques. Imaginons un propriétaire A, un peu malveillant, qui vend son bien à un propriétaire B. Et B, lui, un peu naïf peut-être, omet de publier la vente au registre des hypothèques. Ils disent « Oh, je vais éviter les frais de notaire, je ne sais pas. On ne va pas publier la vente. » La vente, elle est faite en droit, il n'y a pas de problème, elle est valablement conclue. Seulement, elle n'est pas publiée, donc elle est inopposable au tiers. Personne n'est censé savoir que cette vente existe. Donc, si A est malveillant et qu'il conclut un autre contrat avec C, C n'est pas censé savoir que la propriété a été transférée à B. Même si cette vente est valable, elle est inopposable à C. Et donc, dans le conflit qui va opposer B à C, eh bien, si C, lui, a bien publié son acte au bureau des hypothèques, c'est C qui sera privilégié parce qu'il a été diligent. Hein, il a publié la vente au bureau des hypothèques et la précédente vente lui était inopposable. Il ne pouvait pas en être informé parce qu'elle n'était pas publiée. Alors B, elle sera bien embêtée parce qu'il a payé le prix, mais il n'est pas propriétaire du bien. Alors bien sûr, il pourra toujours se retourner contre A, à condition que A soit toujours dans les parages et ne se soit pas enfui dans les îles pour profiter du prix qu'il a reçu. Voilà. Donc, importance de la publication au bureau des hypothèques, hein, c'est pas pour la validité de la vente, mais c'est pour sa sécurisation, c'est pour la rendre opposable aux tierces personnes. Personne ne peut ignorer qui est le propriétaire du bien, c'est publié. Voilà, pour l'acquisition dérivée, c'est le principal hein, pour vous, professionnels de l'immobilier. C'est pour ça que c'est plus détaillé. L'acquisition originaire, hein, c'est la première acquisition qui est faite. Bon, bah, donc là, c'est le mécanisme de l'accession immobilière. Je vais un peu plus rapidement. L'accession immobilière, ça peut être une accession naturelle ou civile ou industrielle. Hein, industrielle, c'est-à-dire née du travail de l'homme. On a déjà vu cette présomption qui existe dans le Code civil, hein, qui dit que finalement, ce qu'on trouve sur un terrain est présumé appartenir au propriétaire hein, du sol. Voilà, c'est ça le principe de l'accession immobilière. On l'avait rencontré déjà dans un cas pratique, hein, avec une cabane qui était sur un terrain. Bon, et enfin, la possession prolongée, ben, nous l'avons vu dans la partie précédente. La possession prolongée d'un bien immobilier peut permettre d'en acquérir la propriété en 10 ans si on est de bonne foi, en 30 ans si on est de mauvaise foi. Attention, la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment la propriété est transférée. Et bien là, il y a une petite difficulté, c'est que la possession a un effet rétroactif. Alors, si on dessine l'échelle du temps, voilà, par exemple,
là, j'ai l'entrée en possession. Et puis, si on prend, voilà, quelqu'un de mauvaise foi, plus 30 ans, là, il devient propriétaire. D'accord? Possession, plus 30 ans, il devient propriétaire parce qu'il possède le bien, qu'il réunit bien les qualités de la possession. Au bout de 30 ans, il peut revendiquer la propriété. Et la difficulté, c'est que cette usucapion va avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'il est propriétaire depuis le début. Donc là, il entre en possession. Il n'est pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire, il n'est pas propriétaire, il n'est pas propriétaire. Ah, ça fait 30 ans, il est propriétaire. Et il est propriétaire pas à partir de là, il est propriétaire depuis le début. Ce qui va permettre de régulariser tous les actes qu'il a pu conclure pendant cette période de 30 ans. Parce que sinon, ces actes ne seraient pas valables. Ça permet de régulariser tous les actes conclus par le possesseur pendant cette période de 30 ans. Mais ça va aussi remettre en cause tous les actes conclus par le précédent propriétaire pendant cette période. Puisque le précédent propriétaire, là, il était propriétaire, il était propriétaire, il était propriétaire. Et puis, paf, d'un seul coup, il n'est plus propriétaire et il n'est plus propriétaire depuis 30 ans. Donc, si lui, par exemple, il a revendu sa maison ici, et que l'acquéreur a négligé de faire valoir son droit ici, eh bien finalement, la maison ici a été vendue par quelqu'un qui rétroactivement n'était plus le propriétaire, donc la vente est nulle. Donc ici, cet effet rétroactif de l'usucapion va éventuellement créer certaines difficultés. Nous allons en voir une, notamment avec un litige qui avait opposé la commune, Bordeaux, la ville de Bordeaux avec l'INRA. Voilà, grand B, la preuve de la propriété. Alors, la propriété immobilière se prouve en général avec un titre translatif, hein, un acte de vente. On montre de qui on a eu la propriété, ou alors un titre déclaratif, par exemple le jugement, qui va nous faire acquérir la propriété par l'effet d'une possession prolongée. Ce sont les modes de preuve les plus courants. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris.